Le retour de la reine. Un secret à Madrid qui a tout changé. Le retour de la reine. Un secret à Madrid qui a tout changé. C'est le genre d'histoire qui vous fera remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le succès et la trahison. Imaginez un instant, que feriez-vous si votre monde parfait s'écroulait complètement, seulement pour découvrir que la personne qui vous a trahi est sur le point de tout perdre? Continuez à lire, car ceci n'est que le début. Au sommet de sa nouvelle vie, avec sa nouvelle partenaire parfaite, Sienna, brillante à son bras, Lionel Dawson croyait avoir orchestré son propre bonheur. Il se dressait devant l'élite de Madrid lors d'un fastueux gala de charité, célébré dans la maison même qu'il partageait autrefois avec son ex-épouse, prêt à prononcer le discours qui consoliderait son succès. Mais il ne termina jamais cette première phrase, parce que les grandes portes en chêne s'ouvrirent en grand, et qu'entra la femme qu'il avait impitoyablement écartée un an plus tôt. Ce n'était pas la Marina brisée et larmoyante qu'il avait laissée. Cette femme était transformée, irradiant une confiance d'acier qu'il n'avait jamais vue. Et elle tenait un secret dans ses bras qui était sur le point de réduire en cendres son monde méticuleusement construit. Le silence dans son chalet du quartier de Salamanque, avec ses fenêtres françaises et ses balcons en fer forgé, était un phénomène nouveau. Pendant 7 ans, le foyer de Lionel et Marina Dawson avait été rempli du doux murmure de la satisfaction, de l'arôme de livres anciens du bureau de Marina, du son de musique classique flottant depuis les haut-parleurs du salon, du tintement de verres de vin, tandis qu'ils égrenaient leur journée. Lionel était une étoile montante chez Dawson et Torres Arquitectos, un cabinet qu'il avait construit à partir de zéro avec son meilleur ami, Roberto Torres. Marina était une historienne de l'art respectée, consultante pour le musée du Prado et des collectionneurs privés, son esprit aussi beau que les toiles qu'elle étudiait. Leur vie était un chef-d'œuvre curé. La première fissure apparut comme une fêlure à peine visible. C'était le téléphone de Lionel, qui était soudainement toujours face cachée sur la table de nuit. C'étaient les nuits tardives au bureau, attribuées à un nouveau projet exigeant de gratte-ciel dans le nouveau quartier financier d'Asca. « Le client est brutal, Marina », disait-il, lui embrassant le front, ses lèvres étrangement froides. Juste quelques semaines de plus de cette routine, Marina, qui avait toujours implicitement confiance en lui, décida de le croire. Ils essayaient d'avoir un bébé, après tout. Le stress de ce voyage, avec ses rendez-vous programmés et ses hauts et bas émotionnels, était une tension pour les deux. Elle raisonna qu'il se réfugiait dans son travail comme mécanisme d'adaptation. Elle redoubla ses efforts pour être l'épouse de soutien parfaite. Elle avait son plat préféré, un ragoût d'agneau lent, prêt quand il arrivait à 22 heures, sentant l'air frais nocturne et quelque chose d'autre, quelque chose de légèrement floral et d'inconnu. La fracture s'élargit le jour où elle passa par son bureau, sans prévenir, avec du café et des pâtisseries de la meilleure pâtisserie de la rue Serrano. Elle entra dans l'élégante zone de réception, au mur de verre, et fut accueillie par une jeune assistante juridique. « Oh, Monsieur Dawson est en réunion avec un client », dit la femme, ses yeux s'éloignant une fraction de seconde de trop longtemps. Mais Marina pouvait voir le bureau de Lionel depuis où elle se trouvait. Il était vide. Sa veste avait disparu. « Que c'est étrange », dit Marina, sa voix légère, ne trahissant pas la peur froide qui lui tordait l'estomac. « Il m'a dit qu'il serait ici toute la journée. » L'assistante juridique offrit un sourire faible et répétait. « Il a dû sortir un instant. » Cette nuit-là, Lionel arriva à la maison avec un somptueux bouquet de ses pivoines préférées. « Une offrande de paix »,
annonça-t-il avec un sourire trop brillant. Pour avoir été si absent dernièrement, j'ai obtenu l'approbation finale pour la tour Aska. Nous célébrons. Il était charmant, attentif et complètement convaincant. Alors qu'il débouchait le champagne, Marina sentit une vague de culpabilité pour sa suspicion antérieure. Il travaillait dur pour eux, pour leur future famille. Comment n'avait-elle pu douter de lui? Ils firent de l'amour cette nuit-là avec un désespoir qui ressemblait moins à de la passion qu'à un adieu. La fin arriva 2 semaines plus tard, un mardi. Ce fut clinique, brutal et efficace. Marina était en train d'organiser une nouvelle collection de cartes anciennes dans son bureau lorsque Lionel entra. Il ne s'assit pas. Il se tint près de la porte, les mains dans les poches de son pantalon sur mesure, ressemblant à un étranger séduisant dans sa propre maison. « Marina, nous devons parler », commença-t-il, utilisant le ton qu'il réservait aux clients difficiles. « D'accord », dit-elle lentement, posant une carte de Paris du XVIIe siècle. « Tu as l'air sérieux. Tu me quittes. » Les mots flottèrent dans l'air, denses et suffocants. Marina sentit le sang lui quitter le visage. Elle pensa qu'elle avait dû mal entendre. C'était une blague terrible et sans humour. Elle regarda son visage, cherchant un signe, un soupçon d'humour dans ses yeux noisettes. Il n'y avait rien d'autre qu'une résolution froide et dure. « Quoi ?» murmura-t-elle. « Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, » dit-il, les mots sortant dans un tourbillon répété. « Elle s'appelle Sienna Keller. C'est une associée junior au cabinet. Je la vois depuis 6 mois. » « Je suis désolé, Marina. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, mais je ne peux plus vivre un mensonge. J'ai déjà loué un nouvel appartement. Mes affaires sont emballées. 6 mois. Les nuits tardives. Les appels secrets. Le parfum floral. Tout lui tomba dessus en même temps. Chaque mensonge, chaque excuse, chaque moment de sa propre cécité volontaire. Elle avait été stupide. La douleur était quelque chose de physique. Un fer rouge lui brûlant la poitrine. « Sienna Keller », répéta Marina le nom. Sa voix tremblait. Une jolie brune, implacablement ambitieuse, qu'elle avait rencontrée une fois lors d'une fête de Noël de l'entreprise. La femme lui avait serré la main, avait souri un peu trop largement et avait dit « C'est un honneur de vous rencontrer enfin. Lionel parle de vous tout le temps. » L'audace de cela lui coupa le souffle. « Comment as-tu pu, Lionel? Notre vie, notre maison. Nous essayons d'avoir un bébé. » Un éclair de quelque chose, peut-être de la culpabilité, traversa son visage avant d'être remplacé par un masque d'impatience. « Ça ne marchait pas, Marina. Nous ne marchions pas. Nous nous éloignions depuis des années. Nous faisions juste les mouvements. Sienna, elle me fait sentir vivant. » Il ne lui brisa pas seulement le cœur. Il réécrivit toute leur histoire pour justifier sa trahison. Il transforma leurs 7 années d'amour et de compagnie en une farce creuse. « Va-t'en », dit-elle, les mots à peine audibles. « Mes valises sont dans le couloir », dit-il, comme s'il discutait d'une transaction commerciale. « Mon avocat contactera le tien. Je veux que cela soit aussi simple que possible. Va-t'en ». Cette fois, sa voix était plus forte, teintée du poison d'une femme bafouée. Il se retourna et partit sans un autre mot. Marina resta immobile dans son bureau, entourée des belles choses qu'ils avaient collectionnées ensemble. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer avec un clic. Le silence qui suivit n'était plus paisible. C'était un vide vaste et résonnant, le son de son monde se terminant. Elle glissa le long du mur, la carte ancienne de Paris se froissant sous elle, et laissa finalement échapper le sanglot guttural qui lui déchirait l'âme et qu'elle avait retenu. Le premier contact de l'avocat de Lionel, un requin nommé Franklin Cole, arriva en moins de 48 heures.
Le courriel était froid et concis, détaillant la proposition de Lionel pour l'accord de divorce. Il garderait le cabinet, son portefeuille d'investissement et l'appartement de vacances sur la côte méditerranéenne. Marina obtiendrait le chalet, une fois l'hypothèque refinancée uniquement à son nom, et un paiement unique insultant de petitesse, une misère pour 7 ans de sa vie et d'investissement émotionnel. Le sous-texte était clair. Accepte, ou je te traînerai dans une bataille publique sale que tu ne pourras pas gagner. Marina se sentait trop engourdie pour se battre. Elle transféra le courriel à son propre avocat et essaya de fonctionner, se déplaçant dans sa maison comme un fantôme. Partout où elle regardait, elle voyait Lionel. Son fauteuil préféré, la tasse de café qu'il utilisait chaque matin, la marque que sa tête avait laissée sur l'oreiller à côté du sien. Chaque objet était un nouveau coup de poignard de douleur. Sa meilleure amie, Andrea, une journaliste fougueuse avec une tolérance zéro pour les bêtises, fit irruption dans la maison comme une valkyrie. Elle emballa les affaires restantes de Lionel, les livres qu'il avait laissés, les articles de toilette dans la salle de bain, sa collection de whisky de Malte, dans des boîtes avec une efficacité impitoyable. « Nous faisons un exorcisme, Marina », déclara Andrea, fermant une boîte avec un déchirement satisfaisant. « Nous nettoyons cette maison de son énergie toxique et trompeuse. » Une semaine plus tard, le véritable horreur commença. Marina parcourait Instagram sans but lorsqu'une photo postée par l'un des collègues de Lionel l'arrêta net. C'était un cliché de groupe d'un dîner. Là, au centre, se tenait Lionel, le bras enveloppé de manière possessive autour de la taille de Sienna Keller. Il se tenait devant le mur bleu foncé familier de la salle à manger de Roberto Torres. Sienna souriait radieusement, vêtue d'une robe rouge moulante, et semblait parfaitement à l'aise parmi les amis de Lionel. La légende disait « Célébration de la Tourasca ». Victoire avec le couple puissant Lionel et Sienna. Couple puissant, le terme fut un poignard dans son cœur, c'était leur titre, une blague affectueuse entre eux. Et cela empira. Sienna était une maîtresse de la prise de contrôle lente et délibérée. Elle commença par s'insérer subtilement dans la vie numérique de Lionel, puis dans sa vie sociale, et finalement dans sa vie physique. Des photos d'elle redécorant le nouvel appartement de luxe stérile de Lionel apparurent. Elle posta des photos d'elle déjeunant avec les épouses des collègues de Lionel, des femmes que Marina avait considérées comme des amies. Elle souriait à la caméra, toute complice de son effacement. Le coup final et dévastateur, arriva 1 mois après le départ de Lionel. Marina reçut une lettre certifiée. Elle provenait de l'avocat de Lionel. Il exerçait une clause dans le contrat de mariage qu'elle se souvenait à peine avoir signé. Elle déclarait qu'en cas de séparation, le chalet, qui avait été acheté principalement avec les fonds d'un bonus significatif que Lionel avait reçu juste avant leur mariage, devait être vendu, les bénéfices étant partagés à 70-30 en sa faveur. Il ne lui donnait plus la maison. Il était en train de la chasser. Andrea était incandescente de rage. « Il ne peut pas faire ça! Ce bâtard essaie de te rendre sans abri! » Mais il le pouvait, et il le faisait. Son avocat confirma que c'était inébranlable. L'homme généreux qui avait insisté sur le fait que la maison était destinée à être leur foyer pour toujours, s'était en fait assuré d'avoir toutes les cartes depuis le début. Marina avait 30 jours pour déménager. Le processus d'emballage de sa vie fut un enterrement au ralenti. Chaque boîte qu'elle remplissait était une autre pelletée de terre sur la tombe de son mariage. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle rangeait le placard à linge, elle vit une voiture se garer dehors. Une élégante Porsche blanche. Sienna Keller se déplia du siège conducteur. Elle était avec une femme que Marina reconnut
comme une architecte d'intérieur haut de gamme. Elles étaient sur le trottoir, Sienna pointant la façade du chalet, parlant et riant, tandis que l'architecte prenait des notes sur une tablette. Sienna leva les yeux, et ses yeux rencontrèrent ceux de Marina à travers la fenêtre. Pendant un moment, son sourire vacilla, mais il fut rapidement remplacé par un regard de dédain triomphal. Elle fit un petit salut presque imperceptible, un geste de pure moquerie. Non seulement elle prenait le mari de Marina, mais elle mesurait les rideaux de sa maison avant que son corps ne soit froid. Ce fut le moment où quelque chose à l'intérieur de Marina se brisa. La douleur et la tristesse qui l'avaient paralysée pendant des semaines commencèrent à se figer, se durcissant en une résolution froide et diamantée. Elle n'était pas seulement une victime. Elle était Marina Dawson, une femme qui avait construit sa propre carrière, qui avait son propre esprit et sa propre volonté. Elle ne serait pas effacée. Elle appela son avocat. Oubliez les négociations de règlement. Ne répondez à rien. Laissons-les se demander ce que nous faisons. Marina, cela pourrait être risqué, conseilla l'avocat. Faites-le simplement, dit Marina, sa voix dépourvue de son ancien tremblement. Elle réserva une entreprise de déménagement pour la semaine suivante. Elle ne dit à personne où elle allait, pas même à Andrea. Elle emballa ses biens les plus précieux, ses livres, ses photos de recherche de ses parents et un petit médaillon en argent antique que lui avait donné sa grand-mère. Elle laissa tout le reste, les meubles, l'art qu'ils avaient acheté ensemble, les appareils de cuisine. Elle leur laisserait la coquille de leur ancienne vie, le Penailam. Lors de sa dernière nuit dans la maison, elle écrivit une brève note et la laissa sur l'îlot de marbre de la cuisine. Puis, avant que le soleil ne se lève, elle monta dans sa voiture et quitta Madrid, sa vie entière emballée dans quelques douzaines de boîtes, dans un camion de déménagement derrière elle, sans autre destination en tête que s'échapper. Quand Lionel et Sienna entrèrent finalement dans la maison avec leur architecte d'intérieur, une semaine plus tard, ils la trouvèrent étrangement vide, à part les meubles. Sur l'îlot de la cuisine gisait la note. Ce n'était ni de la colère ni de la supplique. C'était juste 2 mots écrits de la calligraphie élégante de Marina. « Tu gagnes. » Croyez-vous que c'est l'histoire d'une défaite, une fuite? Pas du tout. Ceci n'est que le prologue d'une vengeance qui vous coupera le souffle. Partagez avec nous dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà senti comme Marina, ayant tout perdu? Comment vous êtes-vous relevé? Le premier mois fut un flou de motels bon marché et de longues routes vides. Marina conduisit vers l'ouest sans plan, alimentée par le café et un sentiment lancinant de vide. Elle était un fantôme hantant les routes secondaires de l'Espagne. Le silence de la voiture était sa seule compagnie, un espace où elle pouvait enfin crier, pleurer et laisser tout le poids de sa perte la consumer. Dans un motel poussiéreux d'une petite ville d'Estrémadure, elle reçut la nouvelle que son divorce avait été finalisé. Lionel avait gagné par défaut. Louis et Sienna avaient acheté le chalet. Une victoire pour eux, une note de bas de page dans sa vie. Elle se retrouva finalement sur la côte galicienne, dans un petit village balayé par le vent appelé Combaro. La beauté sauvage et indomptable de l'endroit parla à son âme fatiguée, la silhouette dentelée des Oreos contre un ciel perpétuellement brumeux, le grondement tonitruant de l'Atlantique. C'était un paysage qui n'exigeait pas le bonheur. Il existait simplement, puissant et durable, et il lui permit de faire de même. Elle loua une petite maison en pierre près de la mer, un endroit douillet, blanchi par le sel, avec une cheminée en pierre et des fenêtres donnant sur l'océan. Elle changea son numéro, supprima ses réseaux sociaux et s'évanouit effectivement. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit un aperçu de paix.
L'anonymat fut un baume. Ici, elle n'était pas l'épouse écartée de Lionel Dawson. Elle était simplement Marina, la femme tranquille qui faisait de longues promenades sur la plage et achetait ses courses à la coopérative locale. Ce fut lors d'une de ces longues promenades, environ 2 mois après son arrivée, que les nausées persistantes et la fatigue qu'elle attribuait au stress et à une mauvaise alimentation devinrent indéniables. Ses mains tremblèrent en déballant le test de grossesse dans la petite salle de bain de la cabane. Elle avait été tellement consumée par le divorce qu'elle n'avait même pas envisagé la possibilité. Ils essayaient, depuis des mois, un processus rempli de tableaux, d'horaires et de déceptions déchirantes. Cela n'avait jamais fonctionné. Jusqu'à maintenant, les 2 lignes roses qui apparurent sur le bâtonnet ressemblèrent à une blague cosmique. Elle était enceinte. Enceinte du Fils de l'homme qui lui avait brisé la vie et était parti sans regarder en arrière. La première émotion ne fut pas la joie, mais la terreur pure et non adultérée. Comment pourrait-elle faire cela seule? Elle était sans emploi, émotionnellement brisée et complètement isolée. Pendant une journée entière, elle resta assise près de la fenêtre, regardant la marée monter et descendre, la main posée sur son ventre, encore plat. La terreur céda lentement la place à une vague féroce et primaire de protection. Ce n'était pas le bébé de Lionel. Plus maintenant. C'était son bébé. C'était un morceau de son avenir qu'il ne pouvait pas toucher, qu'il ne pouvait pas réécrire, qu'il ne pouvait pas lui enlever. Cet enfant, cette petite vie improbable, n'était pas un rappel de ce qu'elle avait perdu. C'était sa raison de se reconstruire. Cette décision devint son encre. Elle commença à s'enraciner. Elle trouva un emploi à temps partiel, cataloguant des archives pour la Société historique locale. Une tâche tranquille et méthodique qui calmait son esprit. Elle se lia d'amitié avec la propriétaire de la seule librairie du village, une femme chaleureuse et pleine d'esprit nommée Patricia. Elle se remit à peindre, un passe-temps qu'elle avait abandonné des années auparavant, remplissant des toiles des bleus et des gris mélancoliques de la côte galicienne. Au fur et à mesure que son ventre grandissait, sa force grandissait aussi. Elle suivit le progrès de la vie de Lionel et Sienna à distance de sécurité, en utilisant un navigateur privé à la bibliothèque locale. Elle vit les pages de la Société de Madrid déborder de leurs romances fulgurantes. Elle vit le reportage d'un magazine de luxe montrant leur chalet fraîchement rénové, Sienna posant dans l'ancien bureau de Marina, qui avait été transformé en un bureau minimaliste. Chaque image était une petite piqûre, mais elle n'avait plus le pouvoir de la briser. C'était comme regarder un film sur 2 étrangers. 9 mois après avoir quitté Madrid, elle donna naissance à un garçon en bonne santé dans un hôpital local tranquille. Elle le nomma Hugo, un nom sans lien avec la famille de Lionel. Il avait ses cheveux foncés, mais à sa consternation initiale, il avait les yeux noisettes de Lionel. Mais quand elle les regarda, elle ne vit pas la trahison de son ex-mari. Elle vit l'innocence, le potentiel et un amour si profond qu'il refit tout son monde. Hugo devint son tout. Un après-midi, alors qu'Hugo n'avait que quelques mois, un courriel apparut dans le nouveau compte privé qu'elle utilisait pour le travail. L'expéditeur était un nom qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Alfonso Galán, l'avocat de la succession de son défunt grand-père. Un homme de plus de 80 ans. L'objet disait « Urgent, concernant le fonds fiduciaire Matrimonial Dawson ». Curieuse, elle l'ouvrit. Alfonso expliqua qu'il avait essayé de la localiser. Il avait examiné le fonds fiduciaire que son grand-père avait établi pour elle à sa mort. Un fonds dont elle se souvenait vaguement de l'existence, mais que Lionel, avec son sens financier, avait toujours géré.
Alfonso avait remarqué quelques irrégularités, quelques requêtes récentes des avocats de Lionel qui avaient soulevé un drapeau rouge. Il lui demanda si elle serait disposée à lui parler. Ils se mirent d'accord pour un appel vidéo. Alfonso était un homme aimable aux yeux perçants qui n'y allait pas par 4 chemins. « Marina, dit-il, sa voix crépitant légèrement à cause de la connexion. Ton grand-père était un homme très astucieux et quelque peu cynique. Il t'adorait, mais il n'a jamais beaucoup aimé Lionel. Il le voyait comme un opérateur ambitieux. Il continua en expliquant la structure du fonds fiduciaire. Ce n'était pas juste un sac d'argent. C'était un instrument complexe conçu pour la protéger, elle et ses descendants directs. L'argent initial, pour Dawson and Torres Arquitectos, n'était pas un prêt bancaire, comme Lionel l'avait toujours affirmé. Il était venu directement de ce fonds fiduciaire. De plus, l'acte du chalet y était également lié. Lionel était le fiduciaire, mais Marina et sa descendance étaient les seuls bénéficiaires. Puis vint la bombe. Ton grand-père a inclus une clause morale assez unique, dit Alfonso, regardant par-dessus ses lunettes. Il stipulait que si le fiduciaire en exercice, c'est-à-dire Lionel, encourait un acte d'infidélité menant directement à la dissolution du mariage, une série d'événements s'activerait. Le contrôle financier total de tous les actifs provenant du fonds fiduciaire reviendrait immédiatement à toi, la bénéficiaire principale. Le transfert est subordonné à ce que tu fournisses des preuves irréfutables de l'infidélité. Marina regarda l'écran, le cœur battant fort. « Qu'est-ce que tu dis? »« Je dis, » dit Alfonso, avec un sourire sombre sur son visage, « que la nouvelle vie de ton ex-mari, les fondations de son entreprise et sa maison, sont toutes construites avec l'argent de ton grand-père, et selon ce document, il vient d'enfreindre les termes du prêt. Seulement, il ne le sait pas encore. Pour Lionel Dawson, la victoire avait un goût doux, mais l'arrière-goût était étonnamment amer. Il avait tout ce qu'il croyait vouloir. Il avait le cabinet prospère, la belle maison et la femme éblouissante et vive à son bras. Sienna était un trophée, et il l'exhibait partout. Elle était brillante dans les fonctions sociales, charmait les clients potentiels et avait l'air impeccable dans ses tenues de haute couture. Leur vie était un tourbillon de galas, de dîners exclusifs et de voyages de week-end à Marbella. Ils étaient le nouveau couple en vogue de la ville, mais sous la surface brillante, les fissures commençaient à apparaître. La compagnie facile et intellectuelle qu'il avait partagée avec Marina était absente. Les conversations avec Sienna déviaient rarement des ragots, de l'ascension sociale et de son désir incessant de plus. Plus de bijoux, une voiture plus rapide, une rénovation plus grande. Elle avait un appétit insatiable pour les luxes de la richesse et une capacité d'attention terrifiante et courte pour tout ce qui ne la bénéficiait pas directement. Il se retrouva à regretter les petites choses. Il regrettait de discuter d'un film étranger avec Marina, avec une bouteille de vin rouge bon marché et robuste. Il regrettait la façon dont elle se perdait dans un livre, le front plissé de concentration. Il regrettait sa présence tranquille et constante, une chaleur qui l'avait ancré sans qu'il ne s'en rende jamais compte. Vivre avec Sienna était comme vivre avec un feu d'artifice, éblouissant, excitant, mais finalement épuisant, et ne vous laissant qu'avec de la fumée. La rénovation du chalet devint un point de discorde. Sienna avait arraché toutes les étagères en acajou, faites sur mesure que Marina avait conçues, les remplaçant par des murs blancs et nus, pour exposer une seule et ridiculement chère pièce d'art moderne. La cuisine chaleureuse et vécue fut éventrée et remplacée par une froide installation en acier de qualité professionnelle qui était rarement utilisée pour cuisiner. La maison ne se sentait plus comme un foyer.
Elle se sentait comme une galerie, une vitrine de leur succès. « C'est un investissement, chérie, » disait Sienna, agitant une main dédaigneuse quand il exprimait une rare plainte. « C'est une question d'image. Les gens voient cette maison, nous voient, et ils voient le succès. C'est ce qui attire les clients de milliards d'euros. » Son partenaire commercial, Roberto Torres, était le plus grand supporter de Sienna. « C'est un requin, Lionel. Dans le bon sens, c'est exactement ce dont tu avais besoin pour passer au niveau supérieur, » lui disait Roberto, lui tapotant le dos. « Marina était douce, mais elle te retenait. Elle était trop, académique. » Sienna comprend le jeu. Lionel se laissa convaincre, faisant taire la voix ennuyeuse dans sa tête qui lui disait qu'il avait fait une terrible erreur. Il avait fait exploser sa vie pour cela. Il fallait que ça en vaille la peine. La pression augmentait. Pour financer leur style de vie extravagant, Lionel, encouragé par Roberto, commença à prendre de plus grands risques au cabinet. Ils assumèrent des projets hautement endettés, empruntant lourdement contre leurs actifs existants. Sa stratégie financière, autrefois prudente, devint imprudente. Un pari à haut risque pour maintenir le flux d'argent. Une nuit, il travaillait tard, révisant les finances du cabinet. Un fichier attira son attention. Fonds fiduciaire matrimonial. Dawson. Capitalisation initiale. Il ne l'avait pas regardé depuis des années. Il l'ouvrit. Une vague de nostalgie et quelque chose ressemblant à de la culpabilité l'envahit. Il vit le transfert initial du bureau d'Alfonso Galan. L'argent qui avait tout lancé. Il se souvint du grand-père de Marina, un homme sévère mais juste, qui l'avait regardé avec un scepticisme non dissimulé. Lionel avait travaillé dur pour prouver qu'il avait tort, pour prouver qu'il était digne de sa petite fille. Et comment avait-il remboursé cela? Il fit défiler le document légal dense, ses yeux vitreux sur les clauses complexes. Il s'arrêta à une section intitulée « Clause 12B Pacte du bénéficiaire ». Il parcourut le jargon légal impénétrable sur le devoir fiduciaire et la stabilité matrimoniale. Cela semblait une clause standard. Il ferma le fichier, se débarrassant de la sensation inconfortable. C'était son argent maintenant, son cabinet. Il l'avait gagné. Mais le fantôme de Marina persistait. Parfois, tard dans la nuit, après que Sienna ait été endormie, une étrangère, distante et belle à ses côtés dans leur lit désordonné, il se retrouvait à penser à elle. Où était-elle? Allait-elle bien? Il avait ressenti une piqûre de quelque chose d'aigu et de douloureux quand elle avait simplement disparu, ne laissant que cette note de 2 mots. Il s'était attendu à une bagarre, à des accusations. Sa disparition silencieuse était plus accablante que tout cri. C'était un jugement tranquille, une indication qu'il ne valait plus son temps, ni sa colère. Il se dit que c'était pour le mieux, une rupture nette. Mais, à mesure que les demandes de Sienna devenaient plus stridentes et la pression au travail plus intense, le souvenir de la grâce tranquille et du soutien inébranlable de Marina devint une réprimande constante et silencieuse. Il vivait dans une cage dorée de sa propre création, et les barreaux commençaient à se sentir froids et serrés. Le gala de la Fondation pour les arts des enfants fut l'aboutissement de la campagne sociale d'1 an de Sienna. Elle s'était frayé un chemin dans le conseil d'administration, puis avait manœuvré impitoyablement pour que l'événement se tienne dans leur maison. C'était son couronnement en tant que nouvelle reine de la ruche de Madrid. Le chalet était méconnaissable, transformé par les organisateurs d'événements en une fantaisie brillante d'orchidées blanches, de lustres en cristal et de champagne qui coulait. Lionel était à ses côtés près de l'entrée,
un sourire figé collé sur son visage, tandis qu'il saluait une procession des figures les plus riches et influentes de la ville. Sienna était radieuse dans une robe à paillettes argentées, son rire aigu et brillant. Lionel se sentait comme un accessoire, une décoration à son ambition. « Roberto est là !» chanta Sienna, lui faisant signe de s'approcher. « N'est-ce pas tout divin? »« Spectaculaire, Sienna, vraiment, » dit Roberto, l'embrassant sur la joue. Il se tourna vers Lionel. « Grande soirée, mon ami. Après ton discours de ce soir et la donation que nous sommes sur le point d'annoncer, le contrat de la ville pour le nouveau pavillon de la rivière Manzanares est à nous. » Tout était lié. Les fêtes, les dépenses, le gala. Tout était un jeu d'affaires calculé, orchestré par Sienna et Roberto. Les poils de la nuque de Lionel se dressèrent. Quand sa vie était-elle devenue si transactionnelle? Plus tard, Sienna frappa un microphone pour attirer l'attention. « Tout le monde, si vous me permettez un moment de votre attention, j'ai le grand honneur de vous présenter l'homme dont la vision remodèle l'horizon de notre ville, mon incroyable partenaire, Lionel Dawson. » Des applaudissements polis parcoururent la salle bondée. Lionel marcha vers la scène improvisée, au pied du grand escalier, le cœur serré. Il regarda la mer de visages souriants et prédateurs, tout cela pour réseauter et se montrer. Il s'éclaircit la gorge, prêt à prononcer le discours que Sienna l'avait aidé à écrire. Un discours plein de lieux communs, vide sur la communauté et l'art. « Merci, Sienna, » commença-t-il. « C'est un honneur de vous accueillir dans notre maison ce soir. » Il n'atteignit jamais la ligne suivante. Au même instant, les grandes portes en chêne du chalet, qui avaient été fermées au public, s'ouvrirent silencieusement. Une femme s'arrêta, silhouettée sur le seuil. Le murmure dans la salle, qui avait déjà commencé à monter, s'éteignit instantanément. Toutes les têtes se tournèrent. La femme fit un pas en avant dans la lumière, et un halètement audible et collectif parcourut le gala. C'était Marina, mais ce n'était pas la Marina dont tout le monde se souvenait. La femme douce, légèrement académique, avait disparu. À sa place se dressait une vision de pure et non adultérée confiance. Ses cheveux foncés étaient coupés en un carré élégant et soigné. Elle portait une robe vert émeraude simple, parfaitement ajustée, qui dénotait une élégance discrète et de vieille école, un contraste frappant avec l'éclat teint à l'œil de Sienna. Son visage était serein, ses yeux clairs et directs. Elle avait l'air plus forte, plus saine et plus belle que Lionel ne l'avait jamais vue. Elle n'était pas seule. Bercée dans ses bras, enveloppée dans une douce couverture de cachemire, il y avait un bébé d'environ 10 mois, dormant paisiblement contre son épaule. L'enfant avait de légers cheveux foncés et une bouche en arc de Cupidon parfaite. Lionel sentit le microphone glisser de ses doigts engourdis, tombant au sol avec un grincement de feedback qui fit écho aux cris dans son propre esprit. La salle était complètement silencieuse, un tableau de visages figés et choqués. Le sourire peint de Sienna avait disparu, remplacé par un masque d'incrédulité pure et vénéneuse. La mâchoire de Roberto Torres était lâche. Les yeux de Marina scannèrent froidement la salle, observant la scène, les décorations somptueuses, les invités bouche bée, son ex-mari sur la scène et la femme debout à ses côtés. Son regard se posa finalement sur Lionel. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, ni de douleur. Il y avait quelque chose de beaucoup plus terrifiant. La pitié. Elle fit un pas lent et délibéré dans la salle, puis un autre. Le doux clic de ses talons sur le parquet poli fut le seul son dans le silence caverneux. Elle marcha vers la scène, ses mouvements gracieux et sans hâte, une reine réclamant son royaume volé. Elle s'arrêta directement devant Lionel,
assez près pour qu'il puisse voir le petit visage endormi de l'enfant dans ses bras. Le bébé bougea, ouvrit les yeux et regarda en haut. C'étaient des yeux noisettes étonnamment familiers. C'étaient les yeux de Lionel. Pendant un long moment suspendu, le seul son dans la salle caverneuse fut le feedback frénétique et inutile du microphone que Lionel avait laissé tomber. Le temps lui-même semblait se déformer et s'épaissir, chaque seconde s'étirant en une éternité. De sa position sur la scène, Lionel vit la scène comme une série de peintures figées et hyper réalistes. Il vit l'éclair d'avidité dans les yeux d'un invité, l'étonnement non dissimulé dans ceux d'un autre. Il vit Roberto Torres, son visage, un masque de confusion se durcissant rapidement en peur. Il vit Sienna, ses traits parfaitement composés, se fracturant comme de la porcelaine sous un marteau. Mais surtout, il vit Marina. Elle était là, un portrait de pouvoir serein, tenant un enfant dont l'existence réécrivait fondamentalement tout le monde de Lionel. Le charme fut rompu. Le silence se brisa, non pas avec un seul son, mais avec une marée d'eux. Des halètements, des chuchotements aigus, le tapotement frénétique de pouces sur les écrans de téléphone, alors que l'élite de la ville commençait à diffuser le scandale de la décennie. Sienna, se rétablissant la première, se déplaça avec la vitesse vicieuse d'un prédateur acculé. Ses instincts de survie, aiguisés par des années d'ascension sociale, prirent le dessus. C'était une attaque et elle devait être neutralisée. « Quel est le sens de ceci ?» grogna-t-elle, sa voix perdant son ton musical de fête et acquérant un tranchant bas et dangereux. Elle fit un pas vers Marina, un geste clair d'agression territoriale. Quelle que soit cette ruse pathétique et désespérée, vous n'êtes pas la bienvenue ici. « Sécurité !» cria-t-elle vers l'arrière de la salle. « Accompagnez cette femme à l'extérieur. » Marina ne broncha pas. Elle ne reconnut même pas la présence de Sienna, un acte de mépris si complet qu'il fut plus insultant que toute réplique. Son regard resta fixé sur Lionel, qui était toujours paralysé sur la scène, son esprit luttant pour traiter la réalité impossible devant lui. « Salut, Lionel », dit-elle à nouveau, sa voix une cloche tranquille et claire qui coupa le chaos croissant. « Tu as l'air surpris. Je suppose que j'aurais dû appeler d'abord. » L'ironie tranquille dans son ton fut un scalpel qui trancha son choc. Le bébé dans ses bras, Hugo, émit un doux gazouillis. Sa petite main s'allongea pour toucher le tissu émeraude de la robe de sa mère. « C'est lui. » Lionel réussit finalement à balbutier, la question mourant dans sa gorge. Les mots étaient trop énormes, les implications trop catastrophiques pour être articulées complètement. « Il s'appelle Hugo », répondit Marina, sa voix ferme et factuelle, comme si elle parlait du temps. « Il a dit moi. Tu peux faire le calcul. » Une nouvelle vague de chuchotements, plus fort cette fois, parcourut la foule. « Dis-moi. » C'était une chronologie précise et accablante. La conception avait eu lieu dans les dernières semaines tendues de leur mariage, pendant la période que Lionel s'était dit être un mensonge sans amour. Cet enfant n'était pas une conséquence tardive. C'était une conséquence directe d'une union que Lionel avait écartée avec tant de cruauté. La confirmation sembla allumer la fureur chez Sienna. « Je me fiche de qui il est !» cria Sienna, son calme étudié se désintégrant complètement. La vérité de la chronologie signifiait que ce n'était pas n'importe quel enfant que Marina avait adopté pour faire un spectacle. C'était un héritier légitime, une complication de premier ordre. « Ceci est une tentative pathétique de ruiner notre soirée. Sortez de ma maison. »« Ma maison ?» Marina tourna finalement la tête. Ses yeux parcoururent Sienna avec un regard de pitié clinique. « C'est un choix de mots très intéressant, n'est-ce pas? La propriété est un concept compliqué,
Et cela m'amène à la vraie raison pour laquelle je suis ici. Avec un hochement de tête subtil, presque imperceptible vers l'arrière de la salle, elle donna le signal. Comme si c'était un signal, la foule se sépara. 2 figures avancèrent avec un air de détermination indéniable. Le premier était un homme âgé et distingué, avec des yeux perçants et une colonne vertébrale d'acier. Alfonso Galán. La seconde était une femme vive et sans fioriture, dans un tailleur pantalon strict, agrippant une mallette en cuir comme une arme. Mademoiselle Alarcón, une comptable légiste. « Mon nom est Alfonso Galán », commença-t-il. Sa voix puissante exigeant un silence immédiat. « Je suis l'exécuteur testamentaire du défunt grand-père de Marina. Voici Mademoiselle Alarcón, une comptable légiste. Je crois qu'il est temps que vous et moi ayons une conversation concernant les pactes spécifiques du fonds fiduciaire matrimonial Dawson. » Le sang quitta le visage de Lionel. Le fonds fiduciaire, un fichier qu'il n'avait pas regardé depuis des années. Un fichier qu'il avait écarté comme une clause standard. Il sentit un frisson gras et froid de peur lui monter le long du dos. Roberto Torres, sentant une menace corporative beaucoup plus dangereuse qu'une simple dispute domestique, s'avança pour tenter de contenir la situation. « Écoutez, dit-il, essayant un ton apaisant. C'est une fête privée. Je suis sûr que, quoi que ce soit, cela peut être géré dans une salle de conférence demain. »« Oh, je crois que cela doit être géré maintenant, Roberto, » dit Marina, tournant son regard perçant vers lui. « Puisque vous êtes si essentiel à la conversation. » Mademoiselle Alarcón ouvrit sa mallette et passa un épais document à Alfonso, qui le tint en l'air. Selon la clause d'infidélité spécifique du fonds fiduciaire, clause 2P pour être précis, annonça-t-il, sa voix résonnant de finalité légale. Suite à la présentation de preuves irréfutables que le mariage s'est dissous à la suite directe de l'adultère du fiduciaire en exercice, le contrôle financier et opérationnel total de tous les actifs provenant du fonds fiduciaire revient immédiatement et irrévocablement à la bénéficiaire principale, Marina Dawson, et à son héritier direct. Il marqua une pause, pointant avec emphase l'Hugo endormi dans ses bras. Sienna laissa échapper un rire rauque d'incrédulité. « Quels actifs! C'est ridicule! » Lionel a construit son cabinet à partir de zéro avec ses propres 2 mains. « Vraiment? » répliqua Marina, sa voix dangereusement douce. Elle n'était plus seulement une épouse lésée. Elle était une exécutrice. « Mademoiselle Alarcón, peut-être aimeriez-vous partager ce que votre audit de la capitalisation du cabinet a révélé. » La comptable légiste s'avança, son expression imperturbable. « Notre audit a retracé les origines financières de Dawson & Torres Arquitectos. 100% du capital initial, une somme de 2 millions d'euros, a été déboursée directement du fonds fiduciaire en question. De plus, l'acompte de cette propriété et tous les paiements hypothécaires ultérieurs jusqu'à votre séparation ont également été payés avec des fonds fiduciaires. Légalement, conclut-elle, laissant les mots tomber comme des coups de marteau. Les actifs fondamentaux du cabinet et cette maison ne sont pas et n'ont jamais été des actifs personnels de M. Dawson. Ils appartiennent au fonds fiduciaire. La salle explosa. C'était un langage que tous les participants comprenaient. L'argent. Lionel sentit le sol même de son identité. L'homme autodidacte, le génie architectural, se transformer en sable mouvant sous lui. Toute son histoire de succès était un mensonge. Il avait joué avec l'argent de la maison, et la maison venait de venir encaisser. Mais Marina n'avait pas terminé. Elle laissa le choc financier s'installer un instant avant de porter le coup de grâce. Ses yeux trouvèrent Roberto Torres, qui suait maintenant abondamment. « C'est vraiment étonnant ce que vous pouvez découvrir quand vous commencez à creuser dans les finances, »
dit-elle, son ton conversationnel rendant les mots encore plus sinistres. Vous commencez à voir des schémas. Par exemple, vous apprenez qu'une associée junior prometteuse nommée Sienna Keller luttait avec une quantité assez significative de dettes, de prêts étudiants et de jeux. Vous apprenez comment un cabinet rival, désespéré de vous sous-coter sur le nouveau projet du pavillon de la Manzanares, pourrait y voir une opportunité. Comment pourrait-il approcher votre partenaire mécontent, Roberto, et offrir de payer les dettes de Mademoiselle Keller en échange de ses services? Elle laissa l'accusation flotter dans l'air, dense et vénéneuse. Roberto devint pâle comme un cadavre. « Ça, c'est un mensonge grotesque et calomnieux, » balbutia-t-il. « Laisse Marina leva un sourcil parfaitement sculpté, parce que Mademoiselle Alarcón est assez douée pour suivre la trace de l'argent. Elle a retracé une série de gros paiements anonymes dans les comptes offshore de Mademoiselle Keller. Des paiements provenant d'une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Une société écran qui appartient accessoirement à votre beau-frère, soit dit en passant. La pièce finale et indéniable du puzzle s'emboîta. La foule se tourna collectivement pour regarder Roberto et Sienna. La trahison était stupéfiante dans sa portée. Sienna n'avait pas seulement été une aventure, elle était une arme. Roberto, son meilleur ami, son partenaire pendant 15 ans, l'homme avec qui il avait partagé des rêves et des bouteilles de scotch, n'avait pas seulement approuvé l'aventure, il l'avait orchestrée pour un gain financier. Chaque session de stratégie tardive, chaque poignée de main de félicitations, chaque mot d'encouragement avait été un mensonge. L'esprit de Lionel se fractura. Il regarda Sienna et ne vit plus la femme vibrante et excitante qu'il avait désirée. Il vit une actrice payée, une étrangère dont chaque touche et chuchotement avait fait partie d'un scénario. Il regarda Roberto et ne vit pas un ami. Il vit un serpent qui s'était enroulé à ses côtés pendant des années, attendant le moment parfait pour frapper. Son succès, sa maison, son amitié, son amour. Tout était une fraude grande et creuse. La voix d'Alfonso Galán coupa son agonie interne, livrant le verdict final. Les documents du fonds fiduciaire sont inébranlables. À partir de ce moment, Mademoiselle Marina Dawson assume le contrôle total de tous les actifs du fonds fiduciaire. Lionel est, par la présente, destitué en tant que fiduciaire, avec effet immédiat. Les actifs du cabinet sont gelés, en attente d'un audit complet et d'une restructuration sous sa seule direction. Et vous avez 48 heures pour quitter cette propriété. Les derniers vestiges de calme de Sienna volèrent en éclats. L'argent, le statut, le pouvoir, tout était lié à Lionel, et Lionel ne valait plus rien. « Non !» cria-t-elle, se tournant vers lui, son visage un masque de cupidité et de terreur primaire. « Arrange ça! Tu dois arranger ça! Ça ne peut pas arriver! » Mais Lionel ne l'entendit pas. Il ne regardait plus les architectes de sa ruine. Son regard était fixé de l'autre côté de la salle, sur les seules choses réelles qui restaient en elle. Il vit son fils, Hugo, qui avait commencé à bouger. Son petit visage, tranquille et innocent. Et il vit Marina, la femme qu'il avait jetée à la poubelle, une femme qui avait résisté à la tempête ultime de la trahison, non pas en se brisant, mais en devenant la tempête elle-même. Elle était là, calme et victorieuse, tenant la vie qu'il aurait dû avoir, l'amour qu'il avait si bêtement gaspillé. Il n'avait pas seulement perdu un cabinet ou une maison, il avait perdu tout ce qui avait jamais vraiment compté. L'écho de la chute. Les conséquences du retour de Marina ne furent pas un lent déclin, mais une implosion instantanée. Au moment où la vérité détonna au centre de la salle,
La façade brillante du gala se brisa en 1 million de morceaux. Les chuchotements frénétiques se transformèrent en une cacophonie de ragots non dissimulés. Les invités qui quelques instants plus tôt se disputaient. L'attention de Lionel le regardait maintenant avec un mélange de pitié et de mépris. C'étaient des requins qui avaient senti le sang et s'éloignaient du carnage, désireux de raconter l'histoire de sa chute spectaculaire. Les adieux furent pressés, les bises en l'air abandonnées, et la salle se vida avec une vitesse qui était en soi un jugement brutal. Dans le chaos qui s'ensuivit, Sienna se tourna vers Lionel, son beau visage tordu en un grognement laid de panique et de rage. « C'est ta faute !» cracha-t-elle. Sa voix, un murmure vénéneux qui était en quelque sorte plus fort que le vacarme environnant. « Toi et ta pathétique histoire sentimentale. Je t'ai dit de l'écraser, de ne lui laisser rien. Tu étais une espionne d'entreprise, Sienna, » dit Lionel, sentant les mots comme de la cendre dans sa bouche. « J'ai été payé pour obtenir des résultats, » répliqua-t-elle, ses yeux sauvages. « Et je l'ai fait. Nous avions tout. L'argent, cette maison, le respect. Et tu as laissé cette femme entrer ici et nous l'enlever. Tu es faible, Lionel. Tu as toujours été faible. » Elle regarda autour de la salle opulente, les orchidées flétries et les verres de champagne abandonnés. Son regard s'arrêta sur la vie qui s'évaporait sous ses yeux. Avec un dernier regard de dégoût envers lui, elle se retourna et monta le grand escalier. Au moment où le dernier traiteur était parti dans les heures précédant l'aube, Sienna était partie. Ses placards étaient vides, sa boîte à bijoux nue. Elle avait disparu aussi rapidement et complètement qu'elle était apparue, ne laissant derrière elle que la faible odeur de son parfum cher et le profond cratère permanent qu'elle avait fait de sa vie. Lionel resta seul dans la vaste coquille résonnante du chalet. Les 48 heures suivantes se déroulèrent dans un brouillard surréaliste et suffocant. Il erra dans les pièces que Sienna avait si froidement curées. Son esthétique minimaliste se sentait maintenant comme un monument à sa propre vacuité. Il voyait des fantômes partout. Dans le bureau, il ne vit pas le bureau blanc stérile de Sienna, mais le souvenir des étagères chéries de Marina, débordantes de livres sentant le papier et le temps. Dans la cuisine, les appareils en acier brillant et inutilisés semblaient se moquer du souvenir des repas partagés, des mains farinées de Marina pétrissant la pâte un dimanche matin. Chaque objet était un témoignage de son erreur catastrophique de jugement. Il avait échangé l'authentique contre l'artificiel, la substance contre le style, l'amour contre une illusion de pouvoir. Il avait cru que l'ambition de Sienna était un reflet de la sienne, alors qu'en réalité, c'était une entité parasitaire qu'il l'avait simplement utilisée comme hôte. Il avait cru que Roberto était son ami, son frère, alors qu'il n'avait été qu'un complice de sa propre ruine. Le dernier après-midi, avec les déménageurs prévus pour arriver le lendemain matin, pour inventorier les actifs du fonds fiduciaire, il s'assit sur l'îlot de marbre froid de la cuisine. Il pensa à la note de 2 mots de Marina. « Tu gagnes » et une vague de honte profonde l'inonda. Elle ne s'était pas rendue. Elle l'avait laissé se pendre avec la corde qu'il avait si avidement fabriquée. Il sortit une seule feuille de papier et un stylo. Il n'écrivit pas pour s'excuser ou pour supplier un pardon qu'il savait ne pas mériter. Il écrivit pour confesser. Il remplit la page de la vérité de sa faiblesse, de son ego, de sa folie monumentale. Il s'excusa pour ses mensonges, sa cruauté, pour avoir brisé quelque chose d'aussi précieux avec des mains si négligentes. Ce fut une offrande insignifiante, une goutte de remords dans un océan de naufrage. Mais c'était tout ce qui lui restait. Il laissa la lettre sur l'îlot, un dernier écho inutile d'une conversation qu'il aurait dû avoir il y a une vie.
Puis, avec une seule valise contenant les quelque chose qui étaient vraiment les siennes, il quitta la maison pour la dernière fois. Une nouvelle aube, la force de Marina. Pendant ce temps, Marina se déplaça avec l'efficacité froide et rapide de son nouveau pouvoir. Elle ne remit jamais les pieds dans le chalet. Par l'intermédiaire d'Alfonso, elle donna les instructions. Vendez-le. Vendez tout ce qu'il contient. Liquidez tout. C'était un lieu de fantômes et de douleur, la pierre tombale d'une vie qu'elle ne voulait plus. Avec les actifs récupérés du fonds fiduciaire de son grand-père, elle n'essaya pas de reconstruire son ancien monde. Elle en construisit un nouveau à partir de zéro. Elle acheta une belle maison historique baignée de soleil dans le quartier d'El Viso, un endroit avec un grand jardin où Hugo pouvait jouer et de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière. Elle établit la fondation Gallan et Dawson pour les arts, en l'honneur de la loyauté de son grand-père et d'Alfonso. Créant un legs de signification, elle versa son temps et son énergie dans son travail, et surtout, dans son fils. Le rire d'Hugo était le seul son qui comptait maintenant, le rythme constant et joyeux de sa nouvelle vie. Sans compromis. Plusieurs mois plus tard, une lettre formelle arriva de l'avocat nouveau et beaucoup moins prestigieux de Lionel. C'était une humble demande de réunion, non pour discuter d'actifs ou de légalité, mais pour une affaire personnelle. Après une semaine de considération, elle accepta. Ils se rencontrèrent dans un parc public à mi-chemin entre sa nouvelle vie et ce qui restait de la sienne. Elle le vit sur un banc près de l'étang au canard, avant qu'il ne la voie. Les costumes parfaitement taillés avaient disparu, remplacés par des pantalons simples et une veste usée. L'arrogance prédatrice et sûre d'elle avait été remplacée par un courbement dans ses épaules. Quand il leva finalement les yeux et la vit s'approcher avec Hugo dans ses bras, l'expression sur son visage était une douleur pure et non protégée. Il se leva maladroitement tandis qu'elle s'approchait. « Merci d'être venu », dit-il, sa voix tranquille, dépouillée de son ancienne arrogance. « Je suis ici », répondit-elle, son ton neutre. Lionel s'assit. Ses yeux se posèrent sur l'enfant dans ses bras. Hugo, curieux et sans peur, le regarda. Ses propres yeux noisettes grands ouverts, un son étouffé s'échappa de la gorge de Lionel. C'était la première fois qu'il voyait son fils de près, à la lumière claire du jour. Il ne demanda pas de seconde chance. Pour elle ou pour eux. Il semblait savoir que c'était une porte qu'il avait scellée pour toujours. Sa demande était plus petite, plus fragile. « Puis-je le connaître ?» demanda-t-il, son regard fixé sur Hugo. « Je ne m'attends pas à être un père, pas de la manière dont j'aurais dû l'être. J'ai perdu ce droit, mais j'aimerais le voir, être une petite partie de sa vie, si tu me le permets. Il mérite de savoir que son père n'a pas toujours été un monstre. » Marina regarda du visage brisé de Lionel à celui innocent de son fils. Pendant un moment fugace, la colère brûlante de sa trahison menaça de refaire surface. Le souvenir du salut suffisant de Sienna, d'être jeté comme des ordures, était une cicatrice qui ne s'effacerait jamais complètement. Il serait si facile de dire non, de le punir pour toujours, de lui refuser la seule chose qu'il semblait maintenant désirer. Mais tandis qu'elle regardait Hugo, elle sut que la vengeance était un poison. Elle ne la guérirait pas et pourrait un jour faire du mal à son fils. « Tu peux le voir les week-ends, » dit-elle, sa voix ferme et constante. Une décision forgée dans le creuset de sa propre force, passe de sa faiblesse, supervisée au début. Nous verrons comment ça se passe. « Mais Lionel !» Elle le regarda dans les yeux, s'assurant qu'il comprenne la finalité absolue de ses mots. « Toi et moi, c'est terminé. Cela ne changera jamais. » Une larme coula sur sa joue, la première qu'elle lui ait vue verser. « Je sais, » murmura-t-il, un univers de regret dans ces deux mots.
Merci, Marina, pour ta miséricorde. Elle lui fit un léger et dernier hochement de tête de reconnaissance. Il n'y avait plus rien à dire. Elle ajusta Hugo dans ses bras, sentant son petit poids chaud contre son cœur. Elle se retourna et commença à marcher vers la parcelle d'herbe éclairée par le soleil où jouaient d'autres enfants. Elle ne regarda pas en arrière. Les sons du parc, les rires lointains, le bruissement des feuilles, le doux caquettement des canards, furent la bande sonore de son nouveau départ. Lionel Dawson resta sur le banc, une figure solitaire laissée dans les cendres froides d'une vie qu'il avait lui-même incinérée pour toujours, regardant la femme et le fils qu'il avait perdu marcher vers une nouvelle aube sans lui. Réflexion. Chercher la femme, ceci est une histoire de trahison définitive, mais c'est aussi une histoire d'une résilience incroyable à la manière de Madrid. Elle montre comment la personne la plus silencieuse dans la salle, parfois, peut être la plus puissante, et comment la vérité, peu importe à quel point elle est enterrée, trouvera toujours son chemin vers la lumière. Le voyage de Marina, d'épouse au cœur brisé à mère indépendante et triomphante, est un témoignage de la force qui peut être forgée dans les feux de l'adversité. Elle ne s'est pas seulement vengée, elle a récupéré sa vie selon ses propres termes. Question pour le public. Qu'auriez-vous fait à la place de Marina? Auriez-vous été si calculatrice ou auriez-vous fui pour toujours? Laissez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire de force et de rebondissement choquant a résonné avec vous, s'il vous plaît, montrez votre soutien. En aimant, en partageant avec quelqu'un qui aime un drame puissant et en vous abonnant à la chaîne pour plus d'histoires qui donnent l'impression d'avoir été tirées directement de la vie réelle. N'oubliez pas de toucher la cloche de notification pour ne jamais manquer un seul récit passionnant. Merci d'avoir écouté.